La Guyane est aujourd'hui partagée entre une agriculture traditionnelle et une agriculture de haute technologie. Plus de 75% des fermes agricoles du territoire sont représentées par des fermes familiales haïtiennes, amérindiennes ou chinanguais, qui pratiquent une culture itinérante sur brûlis. Depuis 1970, les agriculteurs Hmong, réfugiés laotiens, cultivent des fruits et des légumes sur des surfaces permanentes et plus grandes. Quel que soit leur système de culture, les agriculteurs sont confrontés à de nombreux problèmes. Le principal étant comment cultiver durablement sur les sols guyanais. Ce qui est assez curieux en Guyane, c'est que les gens observent qu'il y a une forêt qui est luxuriante, qu'il y a une végétation abondante, et pourtant les agriculteurs ont du mal à cultiver. Donc il faut savoir qu'en fait cette forêt elle se développe sur une litière, c'est-à-dire que les branches qui se décomposent au sol, qui se décomposent au sol, permettent en fait de maintenir une couche superficielle relativement riche qui va permettre le développement de cette forêt. J'avais pas connaissance en fait de la pauvreté du sol une fois qu'on a extrait la forêt. Parce qu'au départ, voyant les grands arbres, moi je pensais qu'on avait une grosse réserve d'éléments nutritifs dans le sol. Et du coup, dès qu'on se sépare de la forêt, tout le monde le sait, hein, les pluies arrivent et là, aïe aïe aïe, ça commence à se dégrader. Donc les plantes, on a du mal à la suite à les cultiver. Sur un sol couvert de forêt, il faut comprendre une chose, c'est que la forêt, le couvert végétal, protège en fait les sols. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas ce lessivage, il n'y a pas cette dégradation rapide du sol. Alors que sur un sol cultivé, dans les agrosystèmes, comme on dit, il y a l'écosystème et l'agrosystème. Dans les agrosystèmes, en fait, il n'y a pas ce couvert végétal que constitue en fait la canopée ou la cime des arbres, ce qui fait que finalement vous avez une dégradation très très rapide en fait, de la structure des sols. Donc les agriculteurs sont en fait pris dans un cercle vicieux. Les surfaces sont immenses. On a, on va dire, la possibilité d'en avoir pas autant qu'on veut, mais en tant qu'agriculteur, on peut quand même avoir des possibilités d'extension et surtout de migration en fait, de culture sur d'autres zones. Moi, pour moi, mon grand-père était maraîcher, mon père aussi. On a toujours eu des surfaces beaucoup plus petites, d'une part. Et en plus, si vous voulez, c'est ancré dans la mémoire de tous. La terre, une fois qu'on en a fait l'acquisition, on est sédentaire, on reste bien sur place. Et surtout, la première des choses, immédiatement, ce qui vient à l'esprit, c'est de soigner sa terre pour qu'elle soit durable. Alors ici, bien sûr, on est un peu à l'opposition de ça, mais moi je tiens absolument à maintenir mes idées de ma famille. Je soigne le sol en premier lieu et j'essaierai plutôt de le soigner autant qu'il est possible pour que les cultures elles soient toujours performantes et que je n'ai pas à progresser, à toujours aller plus loin pour continuer à travailler, quoi. Parce que si vous voulez, une fois que la terre elle est prête, c'est très facile de l'entretenir alors que d'aller de l'avant et déforester encore. Enfin, moi la déforestation c'est un truc, c'est très pénible. Donc ça, si je peux m'en passer, ça sera aussi bien, quoi. Beaucoup de gens connaissent en pays tropical la technique du brûlis. Quand un abatis est bien brûlé, il reste beaucoup de cendres et peu de charbon, peu de bois non brûlé. Et en fait, on obtient donc des sels minéraux qui vont enrichir la terre, mais sur une petite période, pour 2 ou 3 ans. Après, par le lessivage et l'absorption des plantes, cette couche de cendres va disparaître et la terre devient très très pauvre. Alors que quand on met du charbon dans le sol, on stabilise le sol et ça c'est de façon définitive. Alors la première des choses, puisque fertiliser avec les cendres, c'est bon, on le voit, puisque pendant 2-3 ans, 2 ans, l'abatis il donne et après il l'abandonne. S'il l'abandonne, c'est qu'il y a un problème. Je me sers que de mes yeux et de mon estime pour travailler. Et c'est vrai que le brûlis, apparemment ça apporte des éléments fertilisants, ça d'accord, mais le feu, ça stérilise tout, on va dire quelque part. Donc ça brûle la terre, qu'on le veuille ou non, ça la brûle un peu quand même. Et alors au départ c'est intéressant parce qu'on va cultiver sur une zone stérile pratiquement, mais rapidement bien sûr les prédateurs reviendront, c'est inévitable ça, ça c'est normal. Mais
Le feu, si vous voulez, sur mes terrains à moi, si je brûlais, eh ben, je ferais disparaître ma faune auxiliaire du sol. Et ça, c'est pas possible. Dans mon esprit, c'est impossible. Parce que ce sont eux qui m'aident à tenir mon sol en état. Et alors, je peux pas pour les remercier, je ne vais pas les brûler, quoi. C'est impossible. Qu'ils soient protégés ou non par la forêt, les sols guyanais, comme les sols amazoniens, sont très peu fertiles. Comment cultiver sur ces sols? Est-ce possible de rendre les sols tropicaux plus fertiles? On retrouve aujourd'hui des endroits précis, répartis dans toute la forêt amazonienne, où la terre est noire et très fertile. Cette terre noire, baptisée par les Brésiliens terra preta, se trouve sur des zones qui, naturellement, auraient dû être des sols délavés et très pauvres. La terra preta, c'est une technique amérindienne, précolombienne, donc très ancienne, qui a été mise au point en Amazonie, mais qu'on trouve aussi en Guyane. Et cette technique consiste en une amélioration de la terre, que ce soit du sable blanc ou de l'argile, en une terre très fertile. Les éléments qu'on retrouve dans la terra preta, c'est du charbon de bois, il y a de la céramique, des morceaux de poterie, et puis on trouve aussi de la matière organique sous différentes formes, des os, des plumes, des écailles de poisson. J'ai découvert l'intérêt du charbon quand ils ont fait la transamazonienne, la route, après Belém, là. Ils se sont aperçus, en passant le Bull, en ouvrant les routes, qu'il y avait des endroits où il y avait 4-5 mètres de hauteur de terre noire et ils ne comprenaient pas. C'est là qu'on s'est aperçu de la fameuse terra preta, la terre noire des Amérindiens, et que ça venait tout simplement du charbon qu'ils avaient mis. Alors j'ai découvert l'intérêt du charbon de bois, c'était en 2004, c'était l'année du Brésil. Donc j'ai voulu faire un essai chez moi puisque je n'arrivais pas à améliorer le sol. Et les premiers essais ont tout de suite été concluants. Donc après j'ai poussé à la recherche de la fameuse recette de la terra preta et ça continue. Le charbon de bois est constitué d'alvéoles, énormément d'alvéoles, qui sont les tubes de sève qui ont été solidifiés. Et ces tubes servent d'abri à des micro-organismes. Ça sert aussi de lieu de stockage de l'eau, qui est facilement utilisée par la plante. Le charbon permet, par son action, de diminuer l'acidité du sol, qui devient beaucoup plus neutre, et donc plus performant pour les plantes. Il y a des études qui ont été faites qui montrent que les morceaux de charbon d'à peu près 1 cm de côté favorisent la mobilisation du magnésium, qui est bloqué dans une forme acide. Le charbon de bois, quand on l'essaye, on constate que ça fonctionne. Très rapidement, la terre est améliorée et les plantes sont beaucoup plus productives. Tous les essais qu'on a faits montrent aussi que la vitesse de germination est vraiment accélérée. Et en plus, le charbon de bois perdure dans le sol. Et une fois qu'on l'a installé, ça fonctionne et on peut passer à un autre endroit du jardin. Nous le voyons dans notre petit jardin Garden Center que nous avons là, où on voit des ylang-ylang, on voit différentes plantes, y compris du café, qui poussent très très vite parce qu'ils ont eu un peu d'apport de charbon. Dans un petit pot en plastique de 2 litres, on met une grosse poignée par pot de charbon qu'on mélange un petit peu, et puis on met la graine dedans. Pas la graine, les plants, et au bout de 3 mois, si on arrache le plant, toutes les petites radicelles sont accrochées après des petits morceaux de charbon. J'ai utilisé ces techniques sur la plupart de mes cultures, que ce soit le bananier, les cacaoyers. Depuis 1 an, j'ai essayé aussi sur les vanillés. Ça marche très très bien. Pour mes premiers essais de culture de bananier, j'ai commencé à mettre un peu de charbon au pied. Et j'ai rajouté les feuilles mortes, donc je nettoyais les bananiers. Et ça a très très bien fonctionné. J'ai maintenant des bananiers de 5-6 mètres de haut qui résistent très bien à la sécheresse. Avec l'utilisation du charbon de bois, j'ai pu transformer cette terre en terre bien plus fertile, très riche en vers de terre et bien plus résistante à la sécheresse également. Le charbon, dans les savoirs populaires, c'est couper des arbres
les entasser et les faire brûler à l'abri de l'air, en faisant un apport d'oxygène minime. Moi, je ne fais pas ça. L'idée, quand on veut pratiquer la terre après terre chez soi, et on commence déjà par le charbon, c'est d'utiliser tout ce qui est déchets végétaux. Ça peut être donc les tiges de manioc qu'on récolte, parce qu'on replante de manioc, mais on ne plante pas tout. Et bien, ces tiges-là peuvent servir à faire du charbon. Et également, quand on coupe du bois, on obtient des petits copeaux qui peuvent être carbonisés de façon très très simple. On fait également la balle de riz. J'ai essayé de brûler un petit peu tous les produits dérivés du terrain, les feuilles de palmier, les graines de palmier. Et on peut tout transformer en charbon, en fait. Il suffit de faire un feu, et quand il est bien rouge, on éteint. Et toutes les braises deviennent du charbon. On plante derrière, on a nettoyé, on plante tout de suite, surtout le maïs. Oui, et on plante où c'est bien brûlé, oui, le charbon, tu vois. Et puis, parce que c'est là qu'il pousse mieux. Ben, là, surtout, c'est du charbon. Et il y a des champs un peu là-bas, mais avec l'eau, ça part tout de suite. Mais le charbon qui reste, on peut tout planter, quoi. Tout. Des manioc, des dachines, des bacof, ça pousse bien. Depuis mon jeune âge, on brûle. Hein. On ne savait pas que c'est le charbon qui, normalement, c'est plus intéressant, quoi. Parce que c'est vrai qu'on brûle tout. Hein. Il suffit de mettre le charbon en surface, l'équivalent d'un seau, par exemple, pour un arbre. Et il y a des vers de terre amazoniens, qu'on trouve aussi en Guyane, qui ont la propriété de manger ce charbon et de l'incorporer dans le sol. Donc c'est un travail très naturel en fait qui se fait en douceur. On pourrait dire a priori que faire du charbon, c'est couper la forêt. Or, on ne coupe pas la forêt, déjà. Donc c'est plutôt le terrain qui s'enrichit lui-même. Il devient sa propre source d'amélioration. C'est vraiment écologique puisqu'on parle de développement durable. Quand on met un tas de charbon au pied d'une plante, on lui fait du bien pour longtemps. C'est en fait un engrais et qui travaille à long terme, mais qui est vraiment le roi pour améliorer les sols, surtout des sols comme nous avons ici. C'est bien plus qu'un engrais, en fait. Là, ça change la structure du sol, et de façon définitive. Le charbon est une amélioration, entre guillemets, presque gratis, disons, écologique à 1000%, et ça fonctionne. Alors BRF, déjà, très rapidement, c'est du bois raméal fragmenté. BRF, c'est des rameaux, tout ce qui est la partie aérienne d'un arbre, avec une dimension inférieure à 10 cm. C'est-à-dire, ça peut partir de 2 cm jusqu'à un maximum de 10 cm. Pourquoi? Parce qu'ensuite, ça ne devient plus du bois raméal fragmenté ou du bois raméal, ça devient du bois colonnaire. Et sa composition, sa structure moléculaire est différente. Donc, il ne va pas se décomposer de la même manière. Le bois raméal, toute la partie raméale d'un arbre, va se décomposer au contact du sol. Elle va se décomposer, ce sont des micro-organismes et des champignons qui vont permettre son assimilation et permettre de nourrir le sol. La partie colonnaire de l'arbre a besoin d'un intermédiaire, d'un autre intermédiaire, qui vont être les termites en général, qui vont prédigérer le bois et qui vont le rendre assimilable par le sol. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre le bois raméal fragmenté et des copeaux de sciure. Alors mon idée c'était de ne pas brûler. Donc pas brûler, il fallait que je remplace le brûlis par autre chose. Et l'idée a été de broyer tout ce qui était possible de broyer avec un outil et de le restituer au niveau du sol pour en finalité obtenir pratiquement ce qu'on a dans un sous-bois, mais sans avoir les inconvénients des arbres. Donc pas d'ombrage, on se retrouve en plein soleil et avec un sol humifère type forêt en fait. Alors le BRF, il va protéger le sol des UV puisqu'on met une terre à nu.
il va protéger le sol du lessivage, puisqu'il va éviter que par les pluies violentes, ici sur Sinnamary, on a 3 mètres cubes d'eau par mètre carré. C'est énorme, c'est gigantesque. Si on visualisait ce volume, on met 3000 litres sur 1 mètre carré, il n'y a aucun sol qui résiste. Donc surtout dans des sols sableux, le lessivage est fabuleux. Avec le BRF, il n'y a plus de lessivage possible. La décomposition du sol apporte une nourriture constante sur le sol. Là, ici, c'est que de la pente. Alors, la pente a un défaut, bien entendu, c'est que lorsqu'il n'y a plus d'arbres, à peine il pleut, tout s'en va dans le point bas, hein, c'est inévitable ça. Mais la seule solution pour le freiner, voire le stopper même à la rigueur, hein, c'est de faire un décaissement partiel tout en remontant sur le pentu, donc pour créer des zones plates qui sont plus ou moins larges d'ailleurs. Hein. Mais ici, c'est pas suffisant, c'est-à-dire comme il pleut beaucoup malgré tout, et que le soleil est fort et a tendance à brûler quand même la terre, il faut en plus de ça le couvrir avec de la matière végétale broyée, on va dire. Hein. En période estivale, sur des sols sableux, si on n'a pas le goutte à goutte par exemple, disons qu'une humidification constante, on apporte de l'eau, le sol s'humidifie, mais très vite avec le soleil, en fait ça chauffe, le sable chauffe et ça cuit les racines. Avec le BRF, on n'a plus ce problème-là parce qu'il reste une humidité qui est maintenue. D'autre part, ça va éviter aussi la pousse des mauvaises herbes. L'herbe, le fait de travailler en bio avec de la matière organique et de la fertilité du sol, eh ben, les mauvaises herbes, elles poussent, elles ne demandent que ça. Donc le fait d'avoir du BRF dessus, il empêche, si vous voulez, la lumière de pénétrer au niveau du contact du sol, et de ce fait, il y a juste la plante qui est mise en place qui, elle, va pousser. L'arbre est encore vivant, c'est-à-dire il y a encore du feuillage, parce que j'ai besoin des feuilles aussi. C'est-à-dire je n'ai pas besoin... Le bois, c'est une partie de ce qui va rentrer en composition dans le compost, mais le feuillage, ça a aussi une importance, puisque c'est une partie qui est dégradable très rapidement, donc du coup, qui va avoir un effet accélérateur sur la décomposition du bois qui va être au sol. Donc c'est des petites surfaces. Alors, je déboise, je broie et j'épand le produit qui en est issu à mesure. Si on coupe la forêt et qu'on laisse repousser, ce qui repousse, c'est du taillis, et ce taillis-là repousse très rapidement. Au bout de 2 ans, on a un bois qui est tout à fait adaptable pour le BRF. Et on peut le refaire pratiquement indéfiniment. Il suffit d'avoir une surface suffisante par rapport à la surface qu'on a, et tous les 2 ans, on va tourner et on va ramener ce BRF sur notre parcelle. Si on n'a pas de forêt, on peut créer des plantations avec des essences à croissance rapide, comme des Inga ou autres. J'abats des arbres sur des petites surfaces, donc des très petites surfaces même à la rigueur. Il n'y a pas de transport de matière puisque l'arbre il est abattu, on extrait tout ce qu'on peut, c'est-à-dire on va jusqu'à 15 cm de diamètre, donc c'est quand même pas mal puisqu'on peut utiliser le houppier, on peut utiliser toutes les lianes qui accompagnaient l'arbre. J'utilise même les racines dans certains cas. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on l'applique sur le sol, dans les 6 à 8 mois qui suivent, il ne reste pratiquement plus rien. Tout a été absorbé sans aucun travail du sol, la terre l'a digéré. On extrait la forêt, ça c'est inévitable. Par contre, comme on va la restituer au sol, on va dire, et un arbre c'est jamais qu'un être qui a puisé quelque chose dans le sol. Donc on le renvoie dans le sol. Lorsqu'on positionne des broyades végétaux, dans les 3 mois qui suivent environ, on a rapidement des apparitions de vers à compost qui sont typiques puisqu'ils sont d'une couleur assez rouge et ils sont très vigoureux, c'est-à-dire ils sont très, très nerveux. À peine on les touche, donc ceux-là, ils sont très particuliers parce que ce n'est pas des vrais vers de terre en fait. Ils ne vivent que s'il y a de la matière en décomposition. Et il y a un autre insecte qui est super intéressant. C'est un petit insecte court qui ressemble à un mille-pattes et qui a tendance à s'enrouler légèrement quand on le touche. Et alors celui-là, il est par milliers, voire même peut-être plus. Hein. Donc lui, je suppose qu'il est très intéressé par de la matière en décomposition puisque le matin, surtout au lever du jour, il y en a des tapis. Donc ça, c'est des gens qui m'intéressent, c'est-à-dire ils vivent avec moi là. Et ces insectes, c'est on va dire des partenaires, hein, des partenaires purs. Donc il est hors de question de les dégager de la ferme et surtout de les tuer, quoi, en fait. Hein. Ouais. Ça fait maintenant 4 ans, on va attaquer la 5e année sur les mêmes parcelles et on a des meilleurs rendements et des meilleurs résultats qu'au début. Le BRF reproduit naturellement ce qui se passe en forêt. Plusieurs agriculteurs en Guyane pratiquent l'agroforesterie en associant des arbres et des cultures pour améliorer la fertilité de leur sol. Alors l'intérêt pour faire de l'agroforesterie dans le domaine de la vanille, c'est qu'on bénéficie d'un apport constant des feuilles, des branches qui tombent des arbres
et qui crée une litière qui est très vite consommée. Le deuxième avantage, c'est l'ombre. On a une ombre toute l'année, même en saison sèche, les arbres gardent leurs feuilles. Et donc elles sont à l'abri parce que les vanilles souffrent au contact du soleil. Notre activité elle est sur la production de cacao. Donc déjà les cacaoyers ils sont historiques, ils ont été plantés au XVIIIe siècle, abandonnés au XIXe. Et donc aujourd'hui depuis le temps la forêt elle a repoussé, donc ils se retrouvent en sous-bois de la forêt du Bas-Prouag à Regina. On est sur un sol inondable qui avait été poldérisé, donc un sol humide et fertile. Alors nous on travaille sur 44 hectares. Actuellement nous sommes en cueillette sauvage. On valorise une ressource de la forêt. Pour la culture de la vanille, j'utilise plusieurs supports. Donc j'ai essayé sur des palmiers, ça marche très très bien. Sur des maniocs arbres qui ont la propriété de prendre racine dans des sols très secs, très pauvres. Certaines plantes, appartenant à la famille des fabacées, sont capables de fabriquer leurs propres engrais, mais aussi de fertiliser le sol grâce à des bactéries qui vivent sur leurs racines. L'idée c'est de faire des cultures associées, c'est-à-dire en fait d'obtenir deux productions sur une même parcelle et en même temps de pouvoir protéger le sol. C'est en fait de la culture sous couvert. Le climat tropical ne facilite pas le travail des agriculteurs. Les températures élevées et l'humidité constante sont favorables au développement de nombreux ravageurs et maladies des cultures. L'utilisation des pesticides est malheureusement la première solution pour de nombreux agriculteurs. Quelles sont aujourd'hui les techniques agricoles durables dont disposent les agriculteurs pour protéger leur culture? Ici, on est vraiment gâtés parce que la pression au niveau des insectes est gigantesque. La diversité végétale sur une parcelle, le premier intérêt qu'elle a, c'est que quand on a un prédateur qui va attaquer une certaine catégorie de plantes, eh bien, il va avoir un grand mal on va dire à croître parce qu'il y en a un peu à gauche, un peu à droite, il y en a un peu partout, mais un peu partout et à nulle part en fait presque. Alors donc du coup, les attaques, quand j'en ai, elles sont visibles mais jamais très violentes, quoi. On crée des barrières, ce qu'on appelle des barrières végétales, qui vont, comme le basilic ou autre, qui sont des plantes qui vont attirer les auxiliaires, c'est-à-dire des insectes qui, eux, vont manger les autres insectes. Sur les bananiers, par exemple, moi j'ai choisi de mettre des bananiers. Pourquoi? Parce que dans chaque régime de banane, eh bien, souvent vous avez un petit nid de tangare-l'évêque. Ce sont des petits oiseaux qui se nourrissent ils viennent faire leur nid là-dessus parce que quand la banane commence à mûrir, ils vont picorer et puis ils mangent la banane. Mais le problème, c'est que quand ils ont aussi les oisillons, ils ont besoin de protéines pour leurs oisillons. Donc là, ils se mettent à chasser, ils chassent énormément d'insectes. Donc en associant différentes espèces, on peut, cette diversification des agrumes, des cerises, ça attire des oiseaux, il faut attirer au maximum les auxiliaires. On sait que telle plante a un effet répulsif par rapport à tel insecte qui est peut-être intéressant pour tel type de culture. Moi par exemple, entre mes choux, j'ai mis du basilic cette année, ça a protégé, il n'y a pas de problème. La diversité donc, qui existe en forêt naturellement est un rempart aussi contre les ravageurs. Là, on a la possibilité aujourd'hui, sans produits chimiques, alors vraiment sans produits du tout, d'appliquer un champignon qui est le prédateur naturel de la lerode ici, en zone tropicale. On le dilue dans une solution à base d'eau, on le pulvérise, donc 3 passages successifs pour enclencher la multiplication des champignons sur le site. Et depuis, il s'est multiplié et toute l'exploitation est protégée. Il n'y a pas une seule lerode, alors que je n'ai plus jamais rien fait. Et mon flacon que j'avais acheté, il est toujours dans le frigo. Les Amérindiens valorisent le jus de manioc qui concentre naturellement de l'acide cyanhydrique, utilisé comme insecticide. Le jus de manioc, ça tue les fourmis. Alors les fourmis, elles ont des voies respiratoires sur les pattes. Il s'agit de leur appliquer donc sur elles, alors avec un arrosoir, avec un pulvérisateur, ce que vous voulez en fait. Un produit gras, donc ça peut être le plus couramment utilisé, de toute façon c'est un produit vaisselle. Et donc quand vous appliquez une solution à base de gras, inévitablement le meurt à succès. Sur les fourmis manioc par exemple, le pois cochon, l'avantage c'est que les fourmis l'adorent, cette feuille. Seulement la feuille a un effet fongicide dans la fourmilière et du coup élimine le champignon de la fourmilière des fourmis manioc et elles finissent par mourir de faim en ayant ramené naturellement d'elles-mêmes les feuilles des pois cochons à leur maison en fait on va dire.
À Montcinéry, une expérience a été réalisée pour tester les effets d'une moustiquaire sur une culture de concombres. Ces concombres sous moustiquaire ont été semés le même jour que les concombres non protégés. Nos plants qui étaient sous insectes-proof ont mieux poussé, ont été beaucoup plus grands que ceux qui, eux, étaient en plein champ et qui avaient eu diverses attaques de ravageurs. Monsieur Yavataï utilise depuis quelques années le distillat de fumée de charbon pour repousser les ravageurs sur son terrain. Il utilise également des préparations à base de plantes. À l'avenir, je n'ai pas besoin de produits chimiques. Je fais moi-même les produits naturels, les feuilles des plantes pour faire insecticides et puis fongicides. Les feuilles de sorossi, il y en a des citronnelles, gingembre sauvage et les piments. Aujourd'hui, on n'arrive pas forcément à vendre des produits qui sont faciles à cultiver. Les clients puis les locaux ne savent pas le manger, comment cuisiner. Mais bon, c'est tout un tas d'éducation à faire. Le merisier qui est très facile et qui se comporte très bien, qui n'a pas besoin d'entretien. Nous avons aussi la barbadine, le caïmite, nous avons tous ces fruits que nous avons perdus et qui pourtant se portent bien, tant en termes de technique culturelle, mais aussi de commercialisation derrière. Donc il faudrait que nous apprenions à nouveau à commercialiser, à produire et à commercialiser ces fruits et ou ces légumes d'antan. Les agriculteurs ont parfois délaissé des cultures adaptées au climat et au sol guyanais pour des cultures plus attrayantes au niveau commercial. Mais leurs pratiques de production restent éloignées des exigences d'une agriculture durable. De nombreux savoirs, et savoir-faire locaux, sont encore à partager pour que chaque agriculteur puisse expérimenter et trouver les techniques de production durable qui lui sont adaptées. Le partage de la connaissance permettra à l'agriculture guyanaise de prendre le chemin d'une agriculture durable et respectueuse de toutes les richesses naturelles que la Guyane abrite.